Bienvenue à The House of Wisdom. Ici, vous pouvez profiter de l'essence des grands livres et apprendre des leçons précieuses sans passer des heures à lire. Que vous soyez en train de conduire, de vous entraîner ou de faire plusieurs choses à la fois, The House of Wisdom vous apporte des résumés audio captivants directement à vous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-nous partager avec vous la sagesse des livres d'une manière qui s'intègre parfaitement à votre rythme de vie chargé. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'il faut pour avoir un contrôle total sur votre esprit et accomplir l'impossible ? Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie extraordinaire de David Goggins à travers son livre « Plus rien ne pourra me blesser, Can't Hurt Me ». Ce n'est pas qu'un simple livre, c'est une puissante leçon de résilience et de force mentale. De son enfance marquée par des traumatismes à son parcours pour devenir Navy SEAL et athlète d'ultra-endurance, l'histoire de David est un témoignage de la force incroyable de l'esprit humain. Restez avec nous pour découvrir comment, vous aussi, vous pouvez dépasser vos limites et accomplir l'impensable. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de ce voyage exceptionnel. Chapitre 1. Introduction. David Goggins pense que la plupart des gens n'exploitent que 40% de leur véritable potentiel. Selon lui, nous échouons souvent à libérer toutes nos capacités, nous arrêtant bien avant d'atteindre nos limites réelles. Tout au long de sa vie, il a brisé ses propres barrières encore et encore, prouvant que nous pouvons aller bien plus loin que nous le pensons. S'il a pu le faire, alors vous le pouvez aussi. Peu importe la douleur, la peur ou les obstacles, vous avez le pouvoir de vous transformer en une personne que vous n'auriez jamais imaginé devenir. Ce résumé vous guidera sur ce chemin. L'histoire de David commence dans un quartier aisé de New York, où son père possédait une entreprise prospère appelée Skateland, une patinoire avec un bar à l'étage. Sa mère était femme au foyer, de 17 ans plus jeune que son père, et il avait un frère aîné nommé Trey Jr. De l'extérieur, leur famille semblait normale, mais en réalité, c'était tout le contraire. Le père de David avait un tempérament violent et dirigeait son foyer d'une main de fer. Il obligeait sa famille à travailler à Skateland chaque soir. À seulement 8 ans, David était chargé d'entretenir les patins et de collecter les loyers des clients, tandis que sa mère travaillait comme caissière. La moindre erreur entraînait une punition brutale. Un soir, son père a traîné sa mère dans les escaliers et lui a fracassé la tête contre un mur. Lorsque David a tenté de la défendre, il a été battu avec une ceinture. Malgré les abus, sa mère a supporté cette souffrance pendant des années avant de finalement prendre une décision radicale. Un matin, pendant le petit déjeuner, elle a pris l'une des cartes de crédit rarement utilisées de son mari et sa voiture. Elle a annoncé qu'elle partait. David et son frère ont rapidement entassé leurs affaires dans des sacs poubelles pendant que leur père les insultait. Mais sa décision était prise. David et sa mère ont déménagé dans l'Indiana, où vivaient ses grands-parents, à la recherche d'un nouveau départ. Cependant, à son entrée en 2e année de primaire, il ne savait toujours ni lire ni écrire. Heureusement, il a eu une enseignante dévouée, Sœur Catherine, une religieuse stricte mais bienveillante, qui a travaillé sans relâche pour l'aider. À la fin de l'année, David savait enfin lire et écrire. Sœur Catherine lui a également appris une leçon précieuse sur la nature humaine. Son père souriait souvent mais était un homme cruel, tandis que Sœur Catherine souriait rarement mais était profondément bienveillante et dévouée. En 3e année, David a été confronté à un nouvel obstacle scolaire. Son école exigeait que les élèves écrivent en cursive, alors qu'il venait à peine d'apprendre à lire et écrire en lettres capitales. Cette difficulté l'a encore plus retardé. Pendant ce temps, son frère aîné n'a pas réussi à s'adapter à leur nouvelle vie et a choisi de retourner à New York pour travailler à Skateland avec leur père violent. David et sa mère ont emménagé dans un logement social, dépendant de l'aide gouvernementale pour la nourriture et les besoins de base. Sa mère a trouvé un emploi dans un magasin et s'est inscrite à l'université, suivant des cours après le travail pour se construire un avenir meilleur. À l'école, David était le seul élève noir et avait du mal à suivre. Son professeur soupçonnait qu'il souffrait de TDAH et l'a placé dans un programme spécial, mais au lieu de recevoir du soutien, il était souvent exclu de la classe. Cette expérience n'a fait qu'aggraver ses difficultés, le rendant anxieux et méfiant envers les autres. Chapitre 2. La vérité fait mal. David avait du mal à suivre les cours et ne comprenait pas les leçons enseignées. Désespéré de réussir, il a commencé à tricher, ce qui lui a permis de passer de l'école primaire au lycée sans jamais vraiment maîtriser les matières. Mais en grandissant, sa vie était remplie de colère et de frustration. Dans son lycée de 12 000 élèves, il n'y avait que 5 élèves noirs, ce qui faisait de lui une cible fréquente de discrimination. Il était souvent victime d'insultes racistes et de remarques dégradantes, ce qui nourrissait encore plus sa rancœur. Un incident en particulier l'a profondément marqué. Alors qu'il marchait dans la rue avec son cousin, une voiture est passée et un garçon blanc à l'intérieur leur a crié des insultes racistes. D'abord, ils ont ignoré l'incident, mais quelques instants plus tard, la voiture s'est arrêtée.
Le garçon en est sorti, a pointé une arme sur David et l'a menacé. David est resté figé, submergé par la peur. Après ce qui lui a semblé une éternité, l'agresseur est finalement remonté dans la voiture et est parti. Cet événement l'a rempli de rage, pas seulement parce que sa vie avait été menacée, mais parce que ces personnes le jugeaient uniquement sur sa couleur de peau. À partir de sa 3e année de lycée, David a décidé d'embrasser les stéréotypes que les autres avaient de lui. Il a adopté un style vestimentaire rebelle, changé de coupe de cheveux et affiché une attitude agressive. Mais malgré son apparente assurance, sa vie était en pleine dérive. Il échouait dans presque toutes ses matières, séchait les cours et risquait d'abandonner l'école. Mais il avait un rêve, il voulait intégrer l'Air Force, inspiré par son grand-père qui avait servi avec fierté et portait encore son uniforme chaque dimanche à l'église. Toutefois, pour être admis, il devait réussir le test ASVAB, l'examen d'entrée de l'armée. David a alors eu un moment de prise de conscience brutale, son avenir était entre ses mains. Déterminé à changer, il a transformé sa vie. Il s'est rasé la tête, abandonné son comportement rebelle et s'est imposé une discipline de fer. Chaque matin à 5 heures, il s'entraînait, repoussant ses limites sans relâche. Il a également adopté une méthode de révision rigoureuse, lire, écrire et réciter ses notes plusieurs fois. Pendant 6 mois, il a suivi cette routine intense sans faiblir. Et ses efforts ont payé, il a réussi le test ASVAB et obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Chapitre 3. La tâche impossible. Lorsque l'entraînement a commencé, David mesurait 1,88 m et pesait 79 kg. Il excellait dans les exercices d'endurance physique tels que la course, les pompes, les abdominaux et les battements de jambes. Cependant, la natation était une compétence essentielle pour la formation des parasecouristes, et David avait du mal avec cela. En raison de contraintes financières, sa mère n'avait jamais pu lui payer des cours de natation. Tout au long de l'entraînement, David devait compléter plusieurs exercices aquatiques. Les instructeurs évaluaient la confiance des stagiaires sous l'eau, car les missions de sauvetage nécessitaient souvent de sauter dans l'océan. C'est là que David a rencontré son plus grand défi. Sa performance dans les exercices aquatiques était nettement faible et ses résultats reflétaient ses difficultés. L'entraînement sous-marin n'a duré que 10 semaines, mais pendant cette période, il a également dû passer un examen médical et des analyses de sang. Lors de l'examen, les médecins lui ont diagnostiqué une drépanocytose, une condition qui, combinée à un effort physique excessif, pouvait entraîner une crise cardiaque. La décision de poursuivre le programme lui a été laissée. Cependant, à mesure que les exercices sous l'eau devenaient de plus en plus insupportables, David s'est finalement retiré de la formation. Les registres officiels indiquaient qu'il s'était retiré en raison de la drépanocytose, mais au fond de lui, il savait que la vraie raison était qu'il ne s'était pas assez poussé. David était dévasté. Il considérait cette occasion manquée comme un échec personnel, un échec qui aurait pu changer le cours de sa vie. Après avoir quitté le programme, il a pris un emploi mal payé comme gardien de sécurité dans un cimetière d'hôpital. Luttant pour faire face à sa déception, il s'est tourné vers la nourriture pour se consoler. Ses habitudes alimentaires ont complètement dérapé. Il dévorait une boîte entière de donuts en une seule fois, ce qui a fait exploser son poids à 136 kg. Une nuit à l'hôpital, David a rencontré un homme qui travaillait pour Ecolab, une entreprise de lutte antiparasitaire. L'homme lui a expliqué que le travail offrait un camion gratuit, aucun patron ne surveillant constamment son travail, et un salaire, 30%, plus élevé que ce que David gagnait. Intrigué par l'offre, David a décidé d'essayer. Cependant, le travail s'est avéré bien plus difficile qu'il ne l'imaginait. Ses nuits étaient passées à se déplacer d'un restaurant infesté à un autre, attrapant des rats et exterminant des cafards. Il posait des pièges pour les rongeurs et pulvérisait des insecticides dans des cuisines insalubres. Après avoir vu l'état de ces cuisines, David savait que si les gens voyaient ce qu'il avait vu, ils ne mangeraient jamais dans de tels endroits. Il a supporté ce travail épuisant pendant des mois, mais une nuit en particulier a tout changé. En traitant la cuisine d'un restaurant, il a découvert une infestation massive de cafards sous l'évier. Lorsqu'il a pulvérisé, des centaines de cafards se sont dispersés dans toutes les directions, certains grimpant sur les murs, d'autres volant sur sa tête et ses épaules. À ce moment-là, quelque chose en lui a cédé. Il avait atteint son point de rupture. Lâchant son équipement, il a quitté précipitamment le restaurant. Lorsqu'il est rentré chez lui, la première chose qu'il a faite a été de prendre une douche chaude, essayant de laver l'expérience. En se séchant, il a vu une publicité à la télévision pour les Navy Seals des États-Unis, l'une des forces d'élite les plus dures au monde. Le commandant dans la publicité parlait avec conviction, appelant des hommes qui refusaient de se contenter de la médiocrité, des hommes qui prospéraient en surmontant des obstacles. David a eu l'impression que le message lui parlait directement. Fatigué de dériver dans la vie, il a résolu de se prouver à nouveau.
Cependant, ses premières tentatives pour rejoindre furent rejetées, il était simplement trop en surpoids. De nombreux officiers l'ont écarté d'emblée, mais il a refusé de se décourager. Finalement, il a croisé le chemin de l'officier Chalot, qui a vu du potentiel en lui. Chalot a posé un défi clair. David devait perdre 45 kg en 3 mois et repasser le test ASVAB, en obtenant un score suffisamment élevé pour se qualifier. Déterminé, David s'est lancé dans un programme d'entraînement brutal. Chaque jour, il se levait à 4 heures du matin, mangeait une seule banane au petit déjeuner, puis passait 2 heures sur un vélo stationnaire tout en étudiant le guide ASVAB. Ensuite, il consacrait 2 heures à la pratique de la natation, suivie de séances de gym intenses axées sur les développés couchés et les exercices pour les jambes. Pour le dîner, il maintenait son régime strict, poitrine de poulet grillé et légumes. Avant de se coucher, il faisait encore 2 heures de vélo. En plus de cette routine épuisante, il intégrait des pompes, des tractions et une course de 6 km. Sa discipline inébranlable a porté ses fruits. Il a répondu aux exigences minimales de conditions physiques et a réussi l'ASVAB. Ravi, il a immédiatement appelé sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Il avait également atteint la perte de poids nécessaire pour se qualifier pour les SEALs. Mais David savait, ce n'était que le début. Chapitre 4. Prendre des âmes. Devenir un Navy SEAL nécessite 6 mois d'entraînement épuisant appelé BUDS, entraînement de démolition sous-marine de base des SEALs. Ce programme est divisé en 3 phases, conditionnement physique, plongée et guerre terrestre. Seuls environ 20% des candidats réussissent, car il met à l'épreuve non seulement leur capacité physique mais aussi leur résilience mentale et leur détermination. David a tenté l'entraînement 2 fois et a échoué, d'abord à cause d'une grave pneumonie double, puis en raison d'une blessure au genou. Cependant, il a refusé d'abandonner et a décidé de réessayer. Il a eu une dernière chance, avec l'avertissement que toute blessure supplémentaire signifierait une disqualification permanente. Déterminé à réussir, il s'est résolu à endurer toute douleur, même si cela signifiait se casser un os. Il est devenu la seule personne à tenter le BUDS 3 fois en une seule année et a finalement réussi. Les SEALs sont célèbres pour la semaine de l'enfer, la partie la plus brutale de la première phase de l'entraînement. Durant cette semaine, les recrues endurent 130 heures implacables d'efforts physiques extrêmes. Ils font des pompes, des abdominaux, des fentes et des battements de jambes, puis plongent dans l'océan glacé. Dans l'eau, ils doivent entrelacer leurs bras pour empêcher quiconque de se noyer. Ensuite, les instructeurs leur ordonnent de rouler dans le sable mouillé jusqu'à ce que leur corps soit complètement recouvert, ajoutant du poids supplémentaire. Une fois recouvertes de sable, ils doivent répéter les exercices épuisants. Parfois, ils portent des charges lourdes ou transportent de grands canots gonflables à travers des vagues violentes. Le sommeil est interdit, la chaleur est un luxe qu'elles ne peuvent pas se permettre, et les cris des instructeurs sont constants. Ces instructeurs les rabrouent jour et nuit, les traitant de faibles et inutiles, les incitant à abandonner. David se demandait souvent pourquoi il était là, mais il comprenait que les SEALs ne sont pas simplement faits, être là était un choix. Le BUDS était plus qu'un test de force physique, c'était une bataille émotionnelle. Beaucoup de recrues n'ont pas pu le supporter, ils ont sonné la cloche 3 fois, posé leur casque au sol et sont partis. Mais David a refusé de faire partie de celle-ci. Il s'est entraîné pour rester calme sous pression, prouvant à ses instructeurs que ni lui ni ses camarades recrues ne pouvaient être brisés. Il a formé un groupe soudé de 5 hommes forts et, ensemble, ils ont enduré toutes les épreuves sans abandonner. Lors d'un exercice, ils devaient porter un canot gonflable lourd sur leurs épaules pendant 4 miles tandis que leurs instructeurs s'asseyaient, sirotant leur café, les observant. Pour David, ils semblaient être des ennemis. Épuisé mais déterminé à ne pas céder, il a motivé son équipe, les incitant à pousser plus fort et à prouver leur force. Ils ont soulevé le bateau plus haut, couru plus vite et chanté « Vous ne pouvez pas nous briser ». David appelait cet état d'esprit « prendre des âmes », défier les attentes et prouver que les sceptiques avaient tort. Lors de sa 3e tentative du BUDS, David a failli être disqualifié. L'entraînement incessant avait causé une fracture dans sa cheville droite, rendant chaque pas agonisant. Pour continuer, il a développé une routine. Se lever à 3 heures, envelopper sa cheville dans des chaussettes épaisses, la recouvrir de ruban adhésif, puis ajouter une autre chaussette et encore du ruban avant de lasser ses bottes. Il a fait la même chose pour les 2 chevilles. Au début, la douleur était insupportable, mais avec le temps, il ne ressentait plus rien. À chaque exercice, il se rappelait que devenir un Navy SEAL était son objectif ultime, et c'était sa dernière chance. Il a traversé l'agonie avec une volonté de faire. Dans la 2e phase de l'entraînement, un défi consistait à nager 100 mètres avec 16 livres attachés à la taille et un réservoir d'eau de 80 litres attaché au corps. Malgré la difficulté intense, David a persévéré.
Le dernier jour, les instructeurs les ont soumis à des pompes sans fin, des abdominaux, des burpees et des battements de jambes. Ensuite, ils ont été ordonnés de creuser des trous et de s'enterrer jusqu'au cou. À ce moment-là, David ne voyait plus ces exercices comme de la torture, il a commencé à rire. Les instructeurs, surpris par sa réaction, l'ont sorti du trou, amusés par sa résilience. Finalement, David a obtenu son diplôme en tant que Navy SEAL. Sa mère a assisté à la cérémonie, témoignant de sa transformation. Il est devenu l'un des rares Afro-Américains de l'histoire des Navy SEALs à obtenir cet honneur. D'une enfance troublée marquée par des difficultés en lecture à un adolescent rebelle coincé dans des emplois sans avenir, David s'était complètement réinventé. Son parcours n'était pas seulement une question de force physique, il s'agissait de maîtriser son esprit et de prouver qu'il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Chapitre 5. Conclusion. Pour David, le voyage ne s'est pas arrêté là, il cherchait constamment de nouvelles façons de se défier. Il s'est inscrit à l'Army Ranger School et a obtenu le prestigieux prix Honorman. De plus, il a passé 2 ans en tant que recruteur, voyageant dans différentes écoles pour partager son histoire et inspirer les élèves. David a également construit une carrière réussie en tant que coureur de marathon et triathlète. Il a participé au San Diego One Day Ultra Marathon, où il a dû courir 100 miles en 24 heures. Il l'a terminé en seulement 19 heures. Il a aussi participé au marathon de Las Vegas et au Earth 100 à Hawaï. David a participé à ces courses pour se qualifier pour le Badwater Ultramarathon, dans le but de collecter des fonds pour la Special Operations Warrior Foundation, qui offre des bourses aux enfants des soldats tombés au combat. Le Badwater Ultramarathon s'étend sur 135 miles brutaux et est considéré comme la course pédestre la plus difficile au monde. Lors de sa première tentative, David a terminé 5e, et lors de la deuxième, il a fini 3e, levant ainsi $2 millions pour la fondation. Après avoir conquis les ultramarathons, il s'est tourné vers les triathlons. Il a participé au Ultraman World Championship en 2006 et au Ironman World Championship en 2008. Comme toujours, il s'est entraîné rigoureusement, se levant tôt pour courir de longues distances, nageant pendant des heures et se poussant sur le vélo. Bien qu'il doutât souvent de lui-même, il n'a jamais abandonné. En 2009, pendant sa préparation pour le Race Cross America, une compétition cycliste inter-État, David a remarqué que son cœur battait à 150 battements par minute, ce qui lui semblait inhabituel. Les médecins lui ont diagnostiqué une malformation septale atriale, MSA, une condition congénitale causant un trou dans le cœur. Ils étaient stupéfaits qu'il ait survécu à un entraînement aussi extrême pendant si longtemps. Une chirurgie était nécessaire et son cœur a été réparé. La première intervention a échoué, mais la deuxième a réussi. Même la MSA n'a pas pu l'arrêter. Son objectif suivant était de battre le record du monde Guinness du plus grand nombre de tractions en 24 heures. Le record était de 4020 tractions. David a échoué lors de ses premières et deuxièmes tentatives, ressentant honte et frustration. Cependant, il n'a pas abandonné. Il s'est entraîné plus durement et a affiné sa technique. Lors de sa troisième tentative, il a réussi, complétant 4030 tractions en seulement 17 heures. Son record est resté en place jusqu'en 2014. Aujourd'hui, David est une source d'inspiration en matière de fitness, motivant des milliers de followers sur Twitter et Instagram. Il est fréquemment invité dans des universités et lors d'événements d'entreprise, où il inspire des étudiants, des commerciaux et des cadres. Son message est simple, les gens sont capables de bien plus que ce qu'ils croient. Il les encourage à ne pas se limiter, car la concentration et la détermination peuvent leur permettre d'atteindre ce qui semblait autrefois impossible. Merci d'avoir écouté notre résumé de Can't Hurt Me de David Goggins. Nous espérons que son histoire vous a autant marqué et inspiré que nous. Le parcours de David nous enseigne que peu importe à quel point la vie devient difficile, nous avons tous la force d'endurer et de sortir plus fort. Si vous avez apprécié ce résumé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de résumés de livres transformateurs. À la prochaine fois, continuez à repousser vos limites et à prouver que l'impossible a tort.